fort, une joie immense qui anime l'ensemble des victimes depuis l'annonce de cette décision du président, le général Mamadi Doumbouya. Tout ce qu'on a à lui dire, c'est merci, parce qu'il n'est pas l'auteur de ces... Merci d'être au rendez-vous, merci de nous retrouver en ce lundi. Vous le savez déjà, premier jour de la semaine, premier numéro de cette émission, le scanner de Kavi Media qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Merci de nous retrouver sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous nous écoutez à Somfonia, à Koloma, à Amdallah et à Gbessia. Vous nous écoutez à l'intérieur du pays, à Bofa, à Boké, à Kissidougou. Merci de votre fidélité. Merci de nous pratiquer sur notre site d'information siaminfo.com, sur notre application mobile Kavi Media disponible sur Play Store et App Store. Merci de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Kavi TV, groupe Kavi Media et Gangan RTV qui relaie en direct cette émission. Merci d'être à notre compagnie. Si vous êtes à la télé, vous êtes forcément sur le canal 113 du bouquet Star Times 779 partout en Afrique, ou sur le numéro 249 si vous êtes sur le bouquet Canal+. Au menu de ce matin, le Sili national de Guinée a pris sa revanche contre les léopards de la RDC sur la plus petite des marques, 1-0. C'était ce samedi 16 novembre 2024 au compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Un splendide centre d'Isia Gassila, une belle reprise de serial buteur Serou Girassi pour 3 points très précieux. La Guinée se relance dans le groupe H et en gardant la deuxième place avec 9 points, mais a encore besoin de victoire pour se tailler la part du lion, à seulement 2 points d'avance sur la Tanzanie et 3 points derrière la RDC. Le Sili national peut, en cas de victoire ce 19 novembre, prétendre à un exploit des plus glorieux, mais un nul suffira pour une qualification devant une équipe tanzanienne qui joue sur ses propres installations et devant son public. Le dur pour la fin, et tout peut se jouer ce mardi pour le Sili au stade Benjamin Kappa à Dar Salam, c'est du côté de la Tanzanie. Et puis le CHU Yasdin a été le théâtre d'une scène surréaliste ce week-end. Si elle s'avère, Mamadou Diouma Diallo est décédé ce samedi 16 novembre 2024 devant l'hôpital Yasdin après avoir été refusé à l'admission selon des témoins. Un refus qui est pourtant contraire au serment d'Hippocrate. L'incident a conduit à l'arrestation et l'audition de plusieurs médecins pour enquête soupçonnée de non-assistance à personne à danger. Plusieurs versions s'accrochent à cette histoire. Les médecins ont-ils vraiment refusé de le prendre en charge? Le jeune était-il accompagné? Avait-il vraiment eu les premiers soins, comme le disent certaines versions? Pour mettre fin au bric-à-brac, les débatteurs du scanner ont glané quelques informations. Et si tout va bien, nous aurons aussi la version du frère de la victime dans cette émission. Le scanner. Dans la dernière partie, nous parlons de la problématique de l'insalubrité qui est d'autant plus importante qu'elle ne saurait passer inaperçue, surtout en République de Guinée. Ni les efforts, encore moins les idées ne manquent, mais sur le terrain, le constat est alarmant. Le problème est crucial et les solutions urgentes ne doivent pas être qu'à court terme. Et pour cela, il faut situer les responsabilités de la production des ordures à la pré-collecte, la collecte jusqu'au transfert. Conakry croupit sous le poids des ordures. Pourtant, 26,7 milliards de francs guinéens, soit 2,6 millions d'euros, sont engloutis pour sa gestion. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou tout au plus, qui ne fait pas son boulot? Nous tournons et retournons le sujet dans cette émission et ça sera dans la dernière partie. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce lundi. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement.
Merci de nous rejoindre si c'est maintenant vous le faites sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Merci de nous préférer parmi tant et maîtres. Merci d'être des nôtres dans cette émission Le Scanner. Autour de moi, avec moi, les débatteurs. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah Kamara, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Lebar. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed, le PM. Abdallah Kamara, bonjour à tous. On commence par vous, Mohamed. On parle de cette victoire, pas écrasante, mais cette petite victoire. Tu vois, je perds mes mots parce qu'elle est très importante. Ça n'engage que toi. Waouh, c'est une grande victoire. Cette petite victoire, parce que c'est une marque d'un but, hein, il faut le dire. Là, je ne suis pas d'accord. Pour une première, non, tu sais pourquoi je dis cette petite victoire. Un but est égal à 3 points. Aujourd'hui, ça ne va pas dans ce studio. Ça ne va pas du tout. Quand un Garanké marque, il faut faire attention. Hein. Vous avez vu le Garanké se dérouler dans le studio ce matin. Calmez-vous. Allez, donc... On parle de Guirassy, pas d'autre. Non, de toute façon... Guirassy, c'est un Garanké. Oui, il faut le prendre comme ça. Hein. Le reste, là, c'est une exception. Une exception. Bon. Abdallah, quand on parle de sérieux, il y a certains noms de familles, certains groupes d'ethnie dont vous devrez vraiment extraire de notre conversation, parce que quand il s'agit de sérieux, aucun Yakanké ne peut avoir vraiment... Attention. Non, aujourd'hui... Grâce à Guirassy, certains captifs ont pu récupérer, gagner en partie leur liberté. Mais bref, on ne va pas trop tomber dans ce petit jeu pour eux. Ils pensent que c'est Diaka comme Guirassy seulement qui peut sauver leur tête, mais c'est loin de là. La captivité, c'est pour toujours. Bien. Ok, Guirassy sauve tout le pays. Aujourd'hui, c'est lui le héros. Hein? Le Sili en général et Guirassy en particulier. Il faut Grâce à Guirassy, aujourd'hui, la Guinée a ses 9 orteils au Maroc. Pour la Coupe d'Afrique, la qualification de la Coupe d'Afrique, jouer vraiment cette compétition. Nous le souhaitons ardemment. Nous parlons de 9 orteils. Mais l'orteil qui reste n'est pas à négliger. Il ne faut jamais crier la victoire avant d'arriver à l'objectif final parce que ça devient encore très dangereux. Sachant que nous jouons à l'extérieur, nous jouons loin de nos installations. On a eu la chance du côté de la Côte d'Ivoire. On a joué, il y a des Guinéens qui sont... la Guinée est bien représentée dans ce pays et nous avons vu des personnalités de ce pays vraiment porter les couleurs de la Guinée en parlant plus précisément d'Assalfo, l'artiste chanteur et d'autres personnalités de ce pays et qu'on a compris vraiment la Guinée, la Côte d'Ivoire et tous les autres pays de la sous-région, nous resterons unis et une seule famille. La qualification, la victoire, pas la qualification, la victoire de la Guinée vraiment lors de ce dernier match qu'on a joué du côté de la Côte d'Ivoire, c'est incroyable. C'est pour cela, on parle des grands pays de football. Quand on parle des grands pays de football, c'est parce qu'il y a des grands hommes, il y a des grands footballeurs. C'est ce qui est en train de se passer pour la Guinée aujourd'hui. Nous n'avons pas eu la chance, nous, d'être là au moment où la Guinée gagnait son premier ballon d'or. Aujourd'hui, on a la chance de parler, qu'on parle de quelqu'un qui est bien parti pour le devenir. Et cette personne, aujourd'hui, quand il est dans un terrain, c'est presque, lui seul, il peut jouer sur la tactique mise en place, à mettre en place par l'équipe adverse. C'est ce qui est en train de se passer. Nous connaissons très bien, comment je vais l'appeler, le défenseur marseillais de cette équipe de la RDC, qui n'est autre que Chancel Bemba. Nous connaissons sa capacité de monter quand il s'agit des coups francs, mais le plus souvent des buts, il en marque beaucoup la tête parce qu'il ose toujours monter. On l'a toujours vu du côté de Porto, mais du côté de Marseille. Contre la Guinée, cela n'a pas été le cas parce que ils savent très bien, il y avait vraiment de l'huile sur le feu dans leur défense. On ne peut pas se le permettre de sortir de cette défense, de cette surface de réparation parce qu'il y avait un homme très dangereux, vraiment qui veille à la moindre des choses. Il va mettre le but. Et c'est ce qui s'est passé. Et on voit, après le match, au moment où on passait l'interview, il ne s'est pas donné la peine, malgré la défaite. Il est venu en pleine interview de Guirassy pour le féliciter, l'encourager là et faire bisous. Ça, c'est quelque chose parce que la RDC est qualifiée. Ça, c'est autre chose. La RDC est qualifiée, mais il y avait un autre enjeu. C'est de garder leur, comment on appelle, leur cage. Invincibilité. Ça, c'est le clean sheet. Vous savez, cette expression aujourd'hui commence à prendre une place importante dans le jargon du football qu'on appelle clean sheet, c'est-à-dire garder pendant longtemps sans qu'on nous marque dans votre cas, même si vous gagnez 3-0,
vraiment, l'autre défi, c'est de garder votre cage inviolée. C'est ce qui s'est passé. Donc, pour eux, si vous voyez le monsieur, il s'est donné la peine de venir encore le féliciter en pleine interview, c'est parce qu'ils ne pouvaient s'attendre à tout sauf ça. Parce que la défense, depuis que cette compétition a commencé, ils n'ont pas encaissé de but. Donc, se qualifier comme ça, sans qu'on arrive à prendre un but, ça allait être vraiment quelque chose d'incroyable pour cette équipe. Mais c'était sans oublier qu'on avait quelqu'un qui était capable. Il y a un Guirassy, mais aussi avoir un latéral, malgré tout ce qu'on a dit. Malgré tout ce qu'on l'a dit, depuis des années, sa faiblesse, tout ce qu'on disait, vraiment, Isiaga a cette faiblesse, il n'arrive pas à donner de bons centres. Et en 2 coups, il a donné vraiment des centres sorti de nulle part, qu'on doit encore insister là-dessus, faire passer dans les écoles de football. D'abord la récupération, la hargne de vaincre pour pouvoir récupérer le ballon, décomposer cela, oser pousser le ballon 1 ou 2 fois et pouvoir faire l'arc-là pour que le ballon arrive. Et voyez comment le monsieur, vraiment avec quelle action, quel talent il a pu reprendre du plat du pied ce ballon. À la Ibrahimovic, mais bien sûr, mais aussi en partie Jean-Pierre Papin, même si c'était pas la même chose, mais surtout Ibrahimovic, ça colle beaucoup plus par ce talent de ce Suédois du côté de l'Europe. Donc la Guinée, pouvoir jouer comme ça, avoir ce talent, c'est quelque chose d'incroyable qu'on est en train de mettre en place. Imaginez aujourd'hui à tous les niveaux, c'est lui dont on avait un peu peur parce qu'on sait qu'il était distrait le plus souvent, c'est le gardien. C'est vrai qu'il n'a pas pimpin, il n'a pas été emmerdé durant tout le match. On voit que vraiment il y a une certaine stature, comme on appelle, maturité qui s'installe du côté de Pimpin. Si ça continue comme ça, ça va être quelque chose d'incroyable. On espère que ça se passera très bien comme ça pour notre équipe. Vous voyez la défense. Imaginez très bien la défense guinéenne, ce ne sont pas les titulaires qui sont là. Ce ne sont pas les titulaires. Il y a des absences que nous avons au niveau de l'arc central guinéen. C'est incroyable. Niveau du milieu, c'est la même chose. L'attaque, il n'y a rien à dire. Cela veut dire qu'on est en train de prendre de la marche. On est en train de passer d'un cap au niveau de notre football. C'est quelque chose qu'il faut encourager et on espère qu'on va aller de l'avant, pouvoir jouer comme ça. Mais il ne faut pas encore crier vite la victoire parce que, comme je l'ai dit à l'entendre, le match, la qualification, la finale pour les 2 équipes. Vraiment, la Tanzanie et la Guinée, pour se qualifier, il faut de la victoire. Et nous n'avons besoin qu'une seule victoire, d'un match nul. On a besoin d'un match nul en déplacement. Si on arrive à le faire, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et que pour cela, on n'a pas de problème pour y arriver. Il suffit seulement de mettre les moyens qu'il faut. Il faut chercher à motiver les jeunes. Ce n'est pas seulement le terrain. Un match aussi peut se gagner en dehors du terrain, dans les vestiaires, à travers les autorités du pays. Il faut chercher à motiver. On ne dit pas que ce n'est pas l'argent. Ceux qui ont gagné vraiment AFIA 77 et tous les autres, ce n'était pas l'argent. C'est vrai, c'était la motivation, c'était le nationalisme et tout ce qu'on connaît. Mais le football a évolué. Le football est en train de prendre un autre élan. Je pense qu'il faut trouver des mots, des moyens qu'il faut, des hauts cadres du pays qu'il faut déplacer, accompagner l'équipe, il ne faut pas les abandonner. Si au niveau des hôtels, il faut créer des conditions pour qu'ils se sentent à l'aise jusqu'à la fin de ces 90 minutes, c'est ce qui peut nous aider. Sinon, ça ne sera pas bien. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une autre marque comme branding, un autre branding que nous avons, qui n'est autre. Aujourd'hui, branding, on a le Nimba, c'est vrai, mais je pense aujourd'hui, on a un autre branding qu'on doit entretenir, qui n'est autre que Serhou Guirassy. Serhou Guirassy, en tout cas, le branding de Guinée, s'il faut le rappeler, Mohamed Leba, un match, j'ai du mal à prononcer ce mot ce matin, un match à enjeu pour le Sili national et pour Michel Dussier, qui est face à son destin à la tête du Sili national de Guinée. Oui, qui fait carton plein pour l'air, il faut quand même le préciser. Et 3 matchs à 3 victoires, c'était quand même quelque chose d'imprévisible. Parce que beaucoup avaient donné le Sili national pour mort. Parce que tout simplement, les 2 premières sorties avaient été une catastrophe totale avec, disons, la contribution du gardien de but, c'est-à-dire à l'époque, il faut aussi le préciser. C'est lui qui a permis à nos adversaires de nous surprendre à tout moment, c'est-à-dire
qu'on arrive à le lober comme étant un gardien qui n'est même pas encore dans le football professionnel. Je parle de Koné. Vous allez vous rappeler lors de la rencontre avec la RD Congo, que la Guinée, disons d'ailleurs, même avait dominé. Mais qui faisait les mêmes bourdes, quoi. Évidemment, il a récidivé la chose, il a encore remis cela lors de la rencontre face à la Tanzanie encore, parce que la Guinée avait été celle qui avait marqué en première position. Et finalement, elle s'est rattrapée sur le score, et puis finalement, il y a eu, voilà, ils ont aggravé le score. C'est soldé par 2-1, et la Guinée quand même qui était finalement face à un défi à relever, mais on pouvait comprendre à ce moment-là parce que ce sont 2 matchs que Serhou Guirassy n'avait pas joué, et d'autres joueurs aujourd'hui qui sont dans cet effectif-là qui n'avaient pas aussi joué parce que Serhou Guirassy, je crois bien, il avait une gêne, il était blessé, il était en phase de récupération, il faut le dire, parce que c'était en début de saison. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, ça va tout quand même au niveau de la ligne d'attaque, au niveau du milieu de terrain, au niveau de la défense. Il y a eu, surtout lors de ce dernier match-là, il faut quand même de préciser qu'il y a eu une sérénité au niveau de la défense, parce qu'à chaque fois, lors des matchs précédents, il y avait quand même, malgré que la Guinée marquait beaucoup lors des 2 matchs, la double confrontation contre l'Éthiopie, la Guinée marquait beaucoup, mais était quand même parvenue, disons, à encaisser un but. Mais lors de la rencontre face à la RD Congo, nous avons quand même senti cette sérénité-là au niveau de la défense, avec la paire, disons, Song Ibrahima Sori Conté et avec Seydou Sow. On prie que ça continue comme ça, parce que face à la Tanzanie, vous avez vu le réaménagement quand même, c'est-à-dire de l'heure concernant la rencontre. C'était prévu pour 19h, et finalement il y a eu un léger quand même réaménagement, parce que ils ont ramené cela à 13h, je crois bien. Tout cela parce que nous savons, la Tanzanie, c'est un pays quand même de haute altitude, parce qu'il fait très chaud. Quand c'est un match joué à 13h, ils pensent peut-être faire du mal à la Guinée. C'était quelque chose, ou c'est quelque chose, disons, qui avait été appuyé par la CAF, parce que la CAF a validé cela. Mais c'est mal connaître quand même le Guinéen, des joueurs dont la plupart c'était des joueurs locaux ici. Les raisons évoquées parle de travaux à partir du soir, l'éclairage. Donc, si ces joueurs, selon la fédération tanzanienne, si les joueurs doivent jouer vers la soirée, le stade ne sera pas éclairé. Bon, ça, ce sont des arguments. Ce sont des arguments. De toutes les façons, vous l'avez quand même dit, ce sont leurs installations. Ils connaissent ce stade mieux que quiconque. Mais moi, je me dis quand même que ce n'était pas aussi des arguments, disons, qui pouvaient quand même ramener le match à 13h. On pouvait peut-être prendre 17h, 2 heures de match, vers 19h, ça trouvera que c'est fini. Mais bon, qu'à cela ne tienne, c'est mal quand même connaître les joueurs guinéens. La plupart, ils ont évolué quand même ici d'abord à Conakry en Guinée, notamment d'autres à l'intérieur du pays. Ils connaissent très bien s'il s'agit de jouer sous le soleil, c'est-à-dire de midi, de zénith. Ils en sont habitués à cela. Tout ce qu'on a aujourd'hui besoin, parce qu'il ne faudrait pas qu'on mette là, que les joueurs se mettent dans la tête qu'ils viennent chercher un match nul. C'est ce qui a rattrapé le Congo face à la Guinée, parce qu'ils étaient venus à l'idée, c'est vrai quand même qu'il y avait ce barou là, ils voulaient coûte que coûte soit gagner ou obtenir le match nul, et finalement ils avaient été surpris à la dernière minute par le serial buteur Serhou Guirassy, qui est venu avec disons ce mini retourné acrobatique, quand même planter ce but de la victoire pour la Guinée aujourd'hui. Tout ce qu'ils doivent se dire, les joueurs, c'est se mettre en tête qu'ils viennent pour gagner, pas pour arracher le match nul, parce que tout simplement on risque de se faire surprendre quand même. Voilà, et c'est ce qu'on n'en a pas besoin aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport à cela, parce que disons dans le passé, même disons dans un passé récent, la Guinée qui se faisait toujours surprendre à la dernière minute, qui prend un but, qui prend 2 buts, la Guinée qui n'arrivait pas à gérer le temps, même si elle mène au score. Mais aujourd'hui, cela quand même commence à
changé. Et face à ce défi-là, je crois que le Chili a toutes les cartes aujourd'hui en main. C'est à elle maintenant de voir quelle carte jouer, quelle carte gagnante jouer aujourd'hui pour nous sortir quand même de ce bourbier-là. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même se dire un seul faux pas va nous coûter quand même le Maroc, c'est-à-dire va nous empêcher d'aller au Maroc. Il faut aujourd'hui se dire qu'on a besoin d'une victoire. Pas un match nul, rien que la victoire. Rien que la victoire. Parce que là, avec une victoire, imaginons que la RD Congo arrive quand même à trébucher face à l'Éthiopie, quelque chose d'inimaginable, il faut quand même dire, parce que c'est l'équipe la plus faible qui n'est jamais parvenue à faire même une seule victoire. C'est un seul match nul. Ça même, on ne sait pas par quel miracle, parce que toutes les autres rencontres jouées, cette équipe s'est quand même fait fouetter. Et la Guinée, ça a été vraiment une domination large. Parce que de toutes ces rencontres, c'est la Guinée quand même qui était parvenue à sortir ce score fleuve-là, disons 5-1 et puis 5-0, 3-1. Donc c'est un score cumul de 8-1, je crois bien, si je fais le calcul. Aujourd'hui, il faut quand même dire que la Guinée pourrait avoir cette chance aujourd'hui d'avoir la première place. Tout simplement si l'Éthiopie par un miracle trébuche. La RD Congo arrive à trébucher, la Guinée arrive à triompher en Tanzanie, c'est parti pour 12 points pour la Guinée, je crois 12 points, 9 plus 3, goal average, donc ça veut dire que la Guinée a l'avantage de se retrouver première de ce groupe H. Il ne faut pas le négliger, c'est bien possible, parce que l'Éthiopie quand même aura ce défi aussi quand même de sauver quand même l'honneur, ne serait-ce que faire soit un match nul ou une victoire. Mais un match nul, ça mettra toujours la RD Congo devant parce qu'elle aura tout simplement 13 points et la Guinée, en cas de victoire, 12 points. Ce n'est pas mauvais. L'essentiel est qu'on soit du côté du Maroc. Je crois que c'est cela. C'est lui qui disait à un moment donné que c'était à Serhou Guirassy de s'adapter au football guinéen, africain. On ne va pas l'ouvrir, je sais que tu ne le veux pas, mais tu vas l'accepter. C'est important. C'est important. C'est un rappel pour d'autres coachs. Non, c'est un faux débat. C'est un faux débat, mon cher ami. Comme vous voulez. Avançons, on n'est pas qualifié. Comme vous voulez. On n'est pas qualifié. On n'est pas qualifié. Comme un penseur le disait. Comme un penseur le disait tout à l'heure, on a 9 orteils du côté du Maroc. Un penseur averti, 9 orteils du côté du Maroc. Tout simplement, on a besoin d'une victoire. Pas un match nul. Une victoire, je crois bien que nos joueurs sont capables de le faire et c'est aux joueurs aussi de s'adapter au style, disons, de Serhou Guirassy. Quand il est servi avec de très bons ballons, nous avons vu ce dont il est capable de faire. Tout ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de jouer pour lui. Parce que nous avons vu avec la défense... La défense... Et rapidement, il y a qui patiente, on a vu avec la défense congolaise, tout le monde était autour de Serhou Guirassy. Parce que la tactique, c'était quoi? C'était de l'empêcher de recevoir des ballons. Mais malgré tout cela, nous avons vu qu'il a quand même su se mettre dans le dos du Tonga, je crois, le défenseur congolais. Et finalement, ce but est venu sur un centre miraculeux d'Isiaga Silla. Ont quand même pris que l'exploit soit réédité du côté de la Tanzanie. Bien, du côté de la Tanzanie, il y a Diallo. En tout cas, comme je le rappelais avec Mohamed Leba, les enjeux sont grands, il faut le dire, pour le Sili national de Guinée et pour Michel Ducier et pour le 11 national. Il faut une victoire. Rien qu'une victoire pourrait soulager le peuple de Guinée. Absolument. Devant une équipe tanzanienne qui joue chez elle, devant son public et qui a aussi la chance de se qualifier. Précision importante. Bah oui, j'admets tous ces atouts. Mais ce qui est tous les types qu'aujourd'hui, moi, j'ai eu le sentiment d'espérer avec l'équipe nationale. C'est quelque chose qu'il faut noter. Pour une fois? Oui, pour une fois. Ah, d'accord. Bon, tu vois, ça m'étonne. Hein? Absolument. Non, ça m'étonne. Pour une fois, Yaya parle du Sili positivement. D'un sentiment d'espérer. Ah, d'accord. Ouais, il dit encore. Hein? Je pense il dit encore. Je pense que... Non, c'est une précision. Elle est très importante. Je pense que ce que nous avons vu ici, j'avais pris tout mon temps après l'enregistrement du journal. Nous sommes restés ici. Je voulais tellement suivre les choses parce qu'au-delà du tout, on a besoin d'une équipe dynamique. On a besoin d'un collectif au niveau du Sili national. Et je crois que c'est ce que j'avais pu constater ce week-end-là. Et j'ai été très à l'aise de suivre ce match-là parce que
il y avait là, disons, une combinaison, une communication entre les uns et les autres. Parce que habituellement, pour le Sili national, c'est la première mi-temps. Après la seconde mi-temps, on ne fournit pas assez d'efforts, on ne sent pas la présence des uns et des autres, ce qui n'a pas été le cas pour hier. Il s'est donné tous à fond, de la défense en passant par le milieu, au niveau de l'attaque. Il y avait là une communication qui passait là. Ouais. Il y avait une détermination, il y avait un mental d'acier qui animait chacun. Et c'est comme ça qu'il faut jouer dans les équipes nationales. Quand il s'agit de la République de Guinée, il faut qu'on essaie de mettre en avant naturellement cette identité commune que nous avons, qu'on appelle la Guinée. Donc je pense que c'est ce qui a pu prévaloir hier. Ils se sont battus tous parce que c'est vrai que c'est Guirassy qui a pu être réaliste, mais quand on voit la trajectoire, on se rend compte qu'il y avait des autres qui s'étaient battus, disons, pour pouvoir faire ressortir le ballon dans les jambes des Congolais, pour pouvoir amener ça au niveau d'Issaga. Issaga qui a quand même pu réussir une passe décisive. Et Guirassy a été réaliste tout simplement. Ouais. C'est un ensemble, et c'est ce que nous manquions il y a de cela longtemps, avoir un attaquant réaliste. C'est le cas, c'est la particularité de Guirassy. Cela ne veut pas dire que Guirassy seul peut faire l'affaire de toute l'équipe. Non, non, il ne pourra pas. Et je pense qu'on a besoin d'avoir une équipe au-delà de Guirassy qui peut être appelé quelquefois à s'absenter, quelquefois, qu'il peut être blessé. Mais il faut qu'on essaie de combler ce trou-là pour qu'on ait une équipe. Une équipe, ça veut dire tout simplement que cette thèse d'indispensabilité est complètement exclue. Et je pense que ce qu'il faut faire pour pouvoir maintenir ces dynamismes-là, et qu'on ait une équipe qui peut, disons, à un certain niveau, essayer de rassurer son public, essayer de rassurer les Guinéens, ce qui manquait. Donc, parce que hier, c'était, enfin, avant-hier, c'était la surprise. C'est-à-dire que la victoire de la Guinée était une surprise pour beaucoup. En tout cas, en ce qui me concerne, j'étais surpris quand même de cela. Et je pense que là, ça donne l'espoir. Et je crois que c'est une façon de dire que c'est quand on est unis, c'est quand il y a, disons, cette vision commune qui anime tout un chacun, qu'on puisse, disons, relever des défis. Et c'est ce qui, je crois que c'est ce qui avait prévalu au niveau de l'équipe nationale. Face à une équipe congolaise, il faut le rappeler, qui fait partie parmi le top 10. Des 10 meilleures équipes en Afrique ici. C'est quelque chose qu'il faut signaler. Donc ça veut dire que c'est l'une des meilleures équipes en Afrique que nous avons pu battre ce week-end-là, donc ce samedi. Deuxièmement, c'est que le Sili a pu quand même renverser une tradition déjà qui s'est installée entre la République démocratique du Congo et la République de Guinée, parce que tout simplement pour le Congolais, c'est une coutume, c'est une tradition. Il faut toujours battre la Guinée, ils doivent toujours nous battre. Depuis 2006, je ne me trompe pas, sous le contrôle de Mohamed Ba, il me le dira, depuis 2006, nous n'avons pas pu assurer une victoire. 2004, assurer une victoire vis-à-vis de la République démocratique. Et ça, la précision, elle est importante. 2004, là aussi, c'était avec Michel Dussier. Très bien. Donc l'histoire se répète avec lui. Avec Michel Dussier aussi. Très bien. Donc, c'est pour autant dire qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir des hommes qui sont avertis. Et Michel est en train de nous démentir nous-mêmes, parce que nous, on avait créé un recyclage qui était contre-productif sous nos yeux. Mais je pense que si ça continue comme ça, lui-même, ça veut dire qu'il a tiré les leçons de tous ces échecs quand il était à la tête du Sili national. Il s'est rendu compte qu'il faut regrouper tout le monde, et nous avons vu les changements. C'était prévisible, il fallait faire comme ça. Nous avons vu Agibou qui était appelé au niveau de la deuxième mi-temps. Nous avons vu, enfin, Morlaï qui jouait aussi très bien, mais qui était fatigué finalement. Il y a eu ces changements, et c'est le jeune Baldé aussi qui était venu, qui avait quand même créé disons, une panique au niveau de la défense congolaise. Donc il y avait tous ces aspects-là qu'il fallait tenir compte. Je pense qu'il s'est appuyé sur tous les leviers, et voilà le résultat finalement. Le Sili aussi, il faut le dire, a cru en son destin jusqu'à la dernière minute. Et finalement, Guirassy a été réaliste. Félicitations à tout le monde. Ouais. Il faut essayer de s'appuyer sur ce dynamisme-là, sur ce chemin. C'est ce qui pourra nous permettre, disons, d'avoir une équipe nationale qui peut à un certain niveau relever les défis. Donc le Sili, en tout cas, face à son destin, ce sera mardi du côté de Addis Abeba. Nous espérons voir en tout cas cette qualification, vivre cette qualification du Sili national de Guinée qui a trop trébuché. Une pause, derrière, nous revenons et nous parlons de la situation qui s'est produite du côté du CHU Ignasdine.
Aujourd'hui, quels sont vos premiers mots à l'endroit des autorités, à l'endroit de ces victimes, à l'endroit de toutes ces personnes qui se sont battues pour au moins ce premier pas, puisqu'il y a d'autres pans de cette affaire que nous allons débattre tout à l'heure? Oui, message de réconfort, une joie immense qui anime l'ensemble des victimes depuis l'annonce de cette décision du président, le général Mamadi Doumbouya. Tout ce qu'on a à lui dire, c'est merci, parce qu'il n'est pas l'auteur de ce qui s'est passé. Dernière sortie parlait du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, qui pour vous est aujourd'hui très mal entouré ou tout au plus très mal conseillé. Oui, c'est vrai. Vous savez très bien, aujourd'hui, nous sommes en période de transition. Ça, on n'a plus besoin de rappeler. C'est extrêmement important. Et pendant cette période de transition, il y a eu quand même des actes qui ont été posés aujourd'hui de notables, de salutaires. Mais d'un autre côté également, il y a eu quand même quelques bavures dues à, si vous voulez, dues à le fait d'être humain. Parce qu'on sait que tout ce qui est humain, en quelque sorte, a quelques imperfections qu'il faudrait quand même améliorer avec le temps. Et moi, ce qu'il y a lieu de dire, c'était à l'occasion du retour, bien entendu, du président de la République de la Chine. Vous avez vu, on a constaté qu'il y a quand même un accueil chaleureux qui a été réservé au président de la République. Moi, je pense que cet accueil-là, déjà, en soi, n'est pas mauvais. Aujourd'hui, ce qu'on a voulu pour notre pays, c'est quoi? C'est permettre à la Guinée de pouvoir quand même bénéficier de quelque chose, pas seulement de l'intérieur, mais aussi de l'étranger. Journée internationale de la jeunesse et journée ville morte en République de Guinée et des questions pour la jeunesse guinéenne. Ah oui, coïncidence heureuse ou malheureuse, je suis déçu, je pense que les malheureuses parce que c'est vrai que la jeunesse guinéenne aujourd'hui occupe en tout cas à peu près 65%, 70% de la population générale guinéenne, ce qui nous amène à dire effectivement, elle doit se remettre en cause dans son ensemble pour pouvoir comprendre les enjeux qui l'attendent. La jeunesse et le numérique pour le développement durable. Donc c'était vraiment important qu'à l'occasion de cette journée, que toute la jeunesse guinéenne aussi se mobilise, se retrouve sur des espaces, que cela soit des espaces numériques ou des espaces physiques, pour animer des conférences, pour tenir des sessions de formation, de renforcement de capacité, ou encore pour faire des panels, des échanges, permettant vraiment de mettre un focus sur la jeunesse guinéenne. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut se retrouver sur la table du dialogue? Aujourd'hui, est-ce qu'il faut éviter le pire pour notre pays qui est déjà économiquement affaissé? Et quand on parle de problèmes dans ce pays, il faut comprendre que nous avons deux types de régimes dont la Guinée a accepté de gérer la vie de la nation, c'est la démocratie. Et quand on parle de la démocratie, nous savons très bien il y a des tiroirs qui se trouvent dans cette thématique de démocratie. Et des éléments, des outils, des matériels qui caractérisent ce qu'on appelle la démocratie. Et quand on parle de démocratie, forcément, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Cela ne veut pas dire que ce sont des ennemis. Aujourd'hui, quels sont vos premiers mots à l'endroit des autorités, à l'endroit de ces victimes, à l'endroit de toutes ces personnes qui se sont battues pour au moins ce premier pas, puisqu'il y a d'autres pans de cette affaire que nous allons débattre tout à l'heure? Oui, message de réconfort. Merci de nous rejoindre sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Merci de nous retrouver sur le seul et unique média de développement en République de Guinée. Nous parlons de ce deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour. Le CHU Yasdine a été le théâtre d'une scène surréaliste ce week-end. Si elle s'avère, Mamadou Djouma Diallo est décédé ce samedi 16 novembre 2024 devant l'hôpital Yasdine après avoir été refusé à l'admission selon des témoins. Un refus qui est pourtant contraire aux
au serment d'Hippocrate. L'incident a conduit à l'arrestation de plusieurs médecins pour enquête soupçonnée de non-assistance à personne en danger. Plusieurs versions s'accrochent à cette histoire. Les médecins ont-ils vraiment refusé de le prendre en charge? Le jeune était-il accompagné? Avait-il vraiment eu les premiers soins, comme le disent certaines versions, pour mettre fin au bric-à-brac? Les débatteurs du scanner ont glané quelques informations et si tout va bien, nous allons écouter d'abord dans un premier temps la version du frère de la victime. Si tout va bien du côté de la réalisation, nous allons aller avec monsieur Ousmane Diallo qui est le frère de la victime qui est Mamadou Djouma Diallo, décédé le samedi devant l'hôpital Yassine. Diallo, vous avez donné l'alerte par rapport à cette situation quand même très confuse. Absolument confuse. Je crois que c'est en cela que j'ai dit que l'un à l'autre, jusqu'à présent, on a du mal. On a du mal à déceler le vrai du faux. Je crois que pour un premier temps, on avait pu comprendre que cette habitude cynique de la part de nos médecins dans les hôpitaux publics, c'est une vérité absolue. Mais on s'était rendu compte aussi il y avait une responsabilité parentale, une autre version, autre qu'est-ce que nous avons entendu. Et je pense que là, c'est à souligner. Ce qui est pour un premier temps d'abord, le jeune s'est rendu à Ignasdine. Il avait des problèmes à entendre même la famille, c'est-à-dire que le frère que j'avais suivi, son frère, entendre même la famille pour un premier temps, ce qui les moyens n'y étaient pas. Entre-temps, ils ont lancé un SOS familial. Finalement, quelqu'un s'est décidé d'accompagner le jeune. C'est en ce moment qu'il est retourné pour pouvoir prendre ses soins. Et puis voilà, finalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'on nous avait appris que quand il est venu pour un premier temps, on l'avait conduit au niveau de la cardiologie. Ses médecins se sont occupés de lui. Mais finalement, les résultats ont révélé effectivement qu'il ne devrait pas être traité au niveau de la cardiologie. Et bien finalement, il a été transmis dans un autre service. C'est à partir de là-bas qu'on a effectivement, au visa du résultat obtenu, on l'avait informé qu'il devrait subir, disons, une intervention chirurgicale, chose qui avait été rejetée par le jeune Mamadou Djouma, qui avait dit, vous savez, c'est courant aussi, chez les patients. Chez les patients, c'est courant qu'on vous dise que la solution, c'est une intervention chirurgicale, et bien finalement, vous rejetez la thèse. On m'apprend que le frère du jeune décédé, Mamadou Djouma Diallo, est déjà au bout du fil. Monsieur Ousmane Diallo, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation du scanner, monsieur Diallo. D'accord, merci. D'abord, toutes nos condoléances suite au décès de votre frère Mamadou Djouma Diallo. Oui, monsieur Diallo, est-ce que vous pouvez-vous revenir sur ce qui s'est vraiment passé du côté de Yassdine selon votre version? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour à tout le monde. Je disais tantôt toutes mes condoléances au peuple guinéen. Mamadou Djouma Diallo, c'est mon petit frère. Donc, le petit, il est parti à Ignasdine. Les docteurs l'ont rejeté. On a du mal avec le réseau, mais on va essayer tout à l'heure de joindre à nouveau Ousmane Diallo, Diallo, on a écouté les premières phrases qui insiste sur ce fait rejeté. Mais pour le moment, on va essayer de voir si on peut encore avoir Ousmane Diallo pour sa version des faits. Parce que j'ai bien envie de lui poser une question. Est-ce qu'il était là-bas? Comment il a reçu ces informations? Absolument. Aujourd'hui, ou avec la procédure? Oui, parce que là, il faut comprendre. Parce que après tout, il ne faudrait pas qu'on se mette à manipuler aussi l'information. Parce que j'ai vu un autre article qui cite un témoin qui est sous anonymat. Qui n'est pas de la famille. Qui n'est pas de la famille, oui, un autre témoin. Oui, monsieur Diallo, vous êtes là? Oui, je suis là. Allez-y, nous vous écoutons. Donc, le petit travail en vie. Donc, ils ont pris ici, soi-disant le petit est malade. Ils l'ont vu à chose, à Ténétaille. Il est couché là-bas, sur le baobab là. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'ai appelé mon oncle. Mon oncle dit, oui, parfaitement, effectivement, il l'a appelé.
Maintenant, il est parti en ville là-bas. Ils n'ont pas trouvé un médicament, il s'est déplacé. Parce que, comment dire, il n'a pas les moyens pour se traiter. Donc, la famille, ça dit, on l'a envoyé à l'hôpital ici, parce que nous sommes à Bambeto. Comme ça y allait très bien, il est parti maintenant, il s'est retourné en ville. Donc, là-bas aussi, il a tombé malade. Donc, c'est ainsi, on l'a envoyé à l'hôpital, on l'a refusé. C'est Ignace Ville, c'est le docteur. Voilà. Et vous étiez avec lui? Non, non. C'est-à-dire qu'il était avec les familles de là-bas, ils nous ont appelés là-bas, mais vous savez, vers chez nous ici à Bambeto, plus souvent il y a les grèves. Ils nous ont appelés vers 21h et quelques 22h. Donc on ne pouvait pas se déplacer, parce que nous sommes à Bambeto. Maintenant, mon oncle dit, parce que moi je suis en déplacement, mon oncle dit maintenant, on va le laisser jusqu'à demain matin, on va le laisser là-bas jusqu'à demain matin. Le lendemain maintenant, le matin bonnet, on est parti là-bas, on n'a pas trouvé l'enfant. Il dit, l'enfant il s'est déplacé. Même mon oncle a laissé ses ruiner là-bas. Bien, attendez, on va comprendre, monsieur. L'enfant était avec certains de vos parents. Qu'est-ce que ces derniers vous ont dit? Non, ils ont dit de se déplacer, y aller à donc Ignace Ville. L'enfant il est là-bas, à l'hôpital. Il était seul, on l'a laissé seul là-bas à l'hôpital. Il est à l'hôpital. Monsieur Diallo, est-ce que vous pouvez éteindre votre radio? Parce que là, on a du mal à vous recevoir. Il y a de l'arsène. Est-ce que vous pouvez éteindre? Non, il n'y a pas radio à côté de moi. Ok, alors enlevez le téléphone sur haut-parleur. On a l'impression que ça crie. Ah, sur haut-parleur, hein? Ah, enlevez sur haut-parleur. On va mieux se comprendre. Bien. On va mieux se comprendre parce que là, je comprends qu'il y a un souci. Alors, il faut qu'il enlève le téléphone sur le haut-parleur parce qu'il y a l'arsène. Et je crois comprendre qu'il a du mal nous-mêmes à nous recevoir parce que le volume ici, ça siffle. En tout cas, il y a des questions à se poser parce que là, le petit résumé qu'on a écouté tout à l'heure parle notamment on l'a déposé du côté de Ignace Dine. Le matin, on est revenu, on ne l'a pas trouvé. Maintenant, monsieur Diallo, qui a déposé votre frère à l'hôpital Ignace Dine? Qui? Allô? Oui, vous nous recevez? Oui, je sois. Oui, Mohamed Ba posé la question tout à l'heure. Qui a déposé votre jeune frère à Ignace Dine? Qui est parti l'accompagner? Qui l'a accompagné? Il était avec qui? Jusqu'à ce qu'il... C'est-à-dire qu'il travaille avec les gens, c'est-à-dire avec qui il travaille là-bas en ville. Ce sont ses amis, osez de dire les choses. Oui, ce sont ses amis. Ce sont ses amis qui l'ont déposé là-bas à Ignace Dine. C'est ses amis qui l'ont déposé à Ignace Dine, selon... C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Après, les amis ils sont partis. Ils l'ont laissé là-bas, ils l'ont accompagné jusqu'à l'hôpital. C'est de là-bas maintenant. Oui. Oui, ils l'ont déposé là-bas. Ils nous ont appelés maintenant. Arrivé maintenant là-bas. Donc, nous, on a trouvé l'enfant, comment dirais-je, derrière la cour. Nous, là, c'est qui? Nous, la famille. Moi, mon oncle, avec mon petit frère. Bien. Attendez, on va revenir parce que là, il y a jusqu'à présent, nous-mêmes, on a du mal à comprendre. On va, selon vos explications, je vais revenir. Si peut-être je me trompe pour la compréhension des auditeurs et téléspectateurs, vous pouvez peut-être rectifier. Vous avez dit que votre jeune frère était souffrant. Il était souffrant de quoi? Il souffrait de quoi? Pardon. Il souffrait de quoi? Quand il était à Bambeto. Il souffrait, il avait un mot de tête, mot de ventre. Mot de ventre. Donc il avait mal, il avait des douleurs au ventre. Il avait des douleurs, oui, au ventre, au niveau du dos. Ses pieds aussi faisaient très très mal. D'accord. Donc vous l'avez soigné à Bambeto, puis il s'est retourné en ville. Oui, on l'a soigné à Bambeto. À l'hôpital, oui. Vous l'avez soigné à Bambeto et il s'est retourné en ville. Il s'est retourné en ville quand, M. Diallo? Bon, je pense que ça fait au moins... Même moi j'ai oublié, mais on l'a soigné parce qu'il a pris des perfusions ici. Bien, donc vous l'avez soigné, quand il allait mieux, il s'est retourné en ville, c'est ça? Voilà, comme il allait mieux maintenant, il est parti parce que, par exemple, plus souvent, les gens qui travaillent là, ils aiment toujours y aller dans leur boulot et voir les collaborateurs de travail là-bas. Donc il était parti pour voir ça. Il avait appelé quelqu'un, son ami avec qui il travaille. Lui, il a dit de partir. Donc il est parti. Bien. Donc il est allé en ville. Quand il est allé en ville, vous avez appris qu'il est encore souffrant. À quelle heure vous l'avez appris?
Non, en tout cas, nous, ils nous ont appelés ici vers la soirée. Hein, ça, c'est vers 20h, je crois. 20h et quelques. Bien. 20h, 21h. Donc, vers 20h, 21h, vous avez appris que votre jeune frère est malade. Oui. Est très malade. C'est vous qui avez donné la consigne de l'amener à l'hôpital au CHU Ignace-Dine, ou c'est ses amis qui ont pris l'initiative de l'amener à l'hôpital au CHU? Ce sont ses amis qui ont pris l'initiative. Ils nous ont dit que l'enfant, il est à chose, à Ignace-Dine ici. Bien. Donc, ses amis l'ont amené à l'hôpital Ignace-Dine. Oui. Vous, on vous a informé que votre jeune frère est à Ignace-Dine, c'est ça? Oui. Ça, c'était à 20h, toujours. Ça, c'est à 21h, toujours. 21h. Donc, vous n'avez personne qui réside à Kaloum, c'est ça? Non. Vous n'avez personne qui réside à Kaloum. Donc, vous avez laissé le jeune... Donc, de 21h jusqu'au matin, est-ce que vous avez pris le soin d'appeler votre jeune frère et échanger avec lui au téléphone? Oui, on a échangé parce que l'enfant, l'enfant était alité là-bas, donc il ne pouvait pas parler. Donc, moi, personnellement, on a dit maintenant, on a parlé avec ses amis de laisser jusqu'à demain matin. Bien. Donc, voilà, maintenant ses amis, parce que nous, on avait pris une décision de partir le saut de la mer. Comme plus souvent, vers chez nous, là, ça grève. Ça grève. Mais moi, j'étais en déplacement. Mon oncle dit maintenant, il faut le matin maintenant. Bien. Ils ont dit, ils vont gérer le cas. Mais il avait payé les frais. Hein. Donc, l'argent était payé. Les amis ont payé les frais d'hospitalisation. Oui, bien. Tout à fait. Ils ont payé. Maintenant, ils nous ont dit de laisser jusqu'à demain matin bonheur. Nous, on est parti là-bas. C'est ainsi qu'ils nous ont informé que l'enfant est décédé. Oui, alors, est-ce que, à l'évidence, Ousmane, vous, même la famille, vous ne jouez pas au médecin après la mort? Non. On n'a pas vu ça médecin après la mort. Alors, on vous a appris toujours, puisque vous êtes dans... On nous a appris. On nous a appris que les médecins ont rejeté Mamadou Diouma parce que... Est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi les médecins l'ont rejeté? Si tel est le cas. Non, si, on a cherché parce que même nous, la famille... Allô? Oui, nous vous recevons. Nous recevons mal, là. Non, nous vous recevons, allez-y. Oui. Allô? Allez-y, allez-y, on vous entend très bien, allez-y. D'accord, c'est ça. Non, nous, on n'a pas vu médecin après la mort. Quand même, il y a, ses amis, ils ont payé les frais. En première position, c'est mon oncle qui est venu là-bas en première position. Oui. Dans vos premières déclarations, vous avez dit qu'il a été rejeté. Alors qu'il y a une autre version qui indique que votre petit frère avait été pris en charge et une perfusion lui avait été faite. Est-ce que vous confirmez cela? Est-ce qu'il y avait des perfusions? Parce que nous, lorsqu'on était venu, on a trouvé l'enfant dehors. Mais ça, c'est le soir, peut-être le soir, je ne sais pas s'ils ont fait des perfusions là-bas ou pas. Mais quand même... Monsieur Diallo, dites-nous, qu'est-ce que vous reprochez aux médecins? Je crois qu'on va comprendre mieux. Qu'est-ce qu'on reproche? Qu'est-ce qu'ils ont fait, des médecins? Non, quand même, le médecin, ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas pris en charge, c'est-à-dire ils n'ont pas pris l'enfant en charge. Mais là, il y a... Comment? Qu'est-ce qu'ils devraient faire, selon vous? Qu'est-ce qu'ils devraient faire qu'ils n'ont pas pu faire, les médecins? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Ils devraient... Voilà. Maintenant, nous, ce qu'on reproche aux médecins, ils devraient, c'est-à-dire prendre l'enfant à l'urgence et le faire le premier soin. Oui. En tout cas, dès qu'on arrive maintenant, si on arrive maintenant, il dit, bon, la famille, c'est ça et ça et ça. Oui. Vous allez payer, il y a la facture à payer. Bien. Maintenant, moi, j'aimerais comprendre. Vous êtes revenu le matin à quelle heure, monsieur Diallo? Pardon? Vous êtes revenu le matin à quelle heure? C'est-à-dire, vous êtes venu à l'hôpital à quelle heure? Venu, voilà. Où? À l'hôpital. Vous êtes parti à l'hôpital à quelle heure? Mon oncle qui... Lui n'est pas venu. Voilà. Votre oncle et vous. Lui-même, il dit qu'il est allé après son oncle. L'oncle est venu à quelle heure? Mon oncle, c'est lui qui était devant, donc il est venu là-bas, disons, à 7h. À 7h, 8h, avec l'embouteillage. D'accord. D'accord. Dites-nous dans quel... Allez-y. Oui, je vous écoute. Dites-nous dans quelles circonstances votre petit frère a trouvé la mort. Donc, vous savez, il y a tellement d'explications là-bas.
On veut la vôtre. Je n'ai pas bien saisi la question. Qu'est-ce qu'on vous a dit avant que votre jeune frère ne meure? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, eux, les médecins et autres personnes? Oh, vraiment, les médecins, ils n'ont rien expliqué. Hein. C'est les, comment dirais-je, c'est les parents, ce sont ses amis qui sont là-bas, c'est les parents. C'est eux qui nous ont expliqué. Parce que les médecins, ils ne sont pas approchés de l'enfant. On l'a rejeté. Je vous ai dit. Mais il y a un problème, monsieur. Vous êtes d'accord? Oui. Il y a un problème. Vous dites que on vous a appelé. Vous étiez à la maison. Vous avez dit vous-même que ses amis ont payé les frais d'hospitalisation. Vous avez... les amis qui ont payé les frais. Merci. Vous avez dit aux amis de rentrer le matin que vous allez venir parce que vous êtes dans un quartier un peu chaud. C'est ce que vous venez de nous dire. Tout à fait. Donc ça veut dire que quoi qu'il en soit, vous reconnaissez d'une part qu'il y avait une première prise en charge. C'est ça? Oui, il y a une première prise en charge. Bien. Avec les amis qui sont là-bas. Bien. Les amis qui sont là-bas. Donc, premier témoignage, les médecins ont évidemment pris en charge votre jeune frère, paix à son âme. Ce n'est pas un procès, nous voulons juste comprendre. Maintenant, vous revenez le matin. Vous trouvez votre jeune frère dehors. Paix à son âme, le corps sans vie, étalé. Après, qu'est-ce qui vous a permis, vous, toute la famille, de dire oui, ce sont les médecins qui l'ont rejeté, les médecins n'ont pas pris soin de lui, alors qu'auparavant, vous avez quand même échangé. Est-ce que dans votre démarche, le jour où les amis ont déposé votre jeune frère, vous avez eu à échanger avec un médecin pour vous rassurer évidemment que votre jeune frère est dans de bonnes mains? Est-ce que vous avez échangé avec un médecin? Non, on n'a pas échangé avec un médecin. Bien. Qu'est-ce qui amène alors à cette conclusion? Oui, voilà, on a échangé avec les amis. En tout cas, on a échangé avec... Vous savez, là-bas, à la devanture, là-bas, il y a tellement de taxis motos, il y a les familles là-bas, il y a ses amis, c'est eux qui nous ont expliqué. C'est-à-dire, c'est l'explication de la loupe, c'est ça qu'on prend en compte. Parce que les médecins, si les médecins prenaient l'enfant en compte, on va le trouver dans un bon état, mais il était couché dehors. Vous l'avez trouvé dehors? Il était encore en vie? Non, il était mort. Dehors? Parce que non, oui. Dehors, il est décédé dehors. Il était étalé dehors, Mohamed. Il était étalé dehors. Il était étalé dehors. Mais alors, est-ce que vous avez cherché à rencontrer ce médecin-là? Parce que c'est là où se trouve le débat aujourd'hui. Ou même vous vous fiez de ce que les uns et les autres ont pu vous raconter? Pardon? Est-ce que vous avez cherché à rencontrer ces médecins-là? Ou bien vous vous fiez tout simplement à ce que vous avez reçu des amis de Mamadou Djouma? Non, vous savez, nous, lorsqu'on était partis là-bas, on était à Chose, au morgue, on l'a donné, c'est-à-dire on a envoyé les trucs pour le faire très bien, le laver et choses là. Nous, ils nous ont dit que c'est pour prendre, on lui a donné le corps quoi, pour l'envoyer à la maison et comment dirais-je, l'enterrer, pour l'enterrement. Maintenant, c'est ainsi qu'ils nous ont appelé la police à la DPJ là-bas, ou déjà la commissariat central. Ils ont dit maintenant, il ne faut pas toucher la corde. Mais ça trouvera que nous, on a envoyé des équipes pour ramener la corde. C'est pourquoi nous, on ne s'est même pas intéressé, parce qu'on a dit qu'il ne faut pas tellement se mêler pour le programme là. Mais comme c'est l'État, c'est pas nous. Nous, on a porté notre plainte. Mais c'est l'État maintenant qui a leur devoir de jouer leur rôle. C'est ça. Donc c'est vous qui avez porté plainte? Oui, mon oncle, comme mon oncle est là-bas, c'est mon papa, c'est-à-dire mon père et père de Mamadou Djouma avec mon oncle, Elaz Amadou Chita, ils ont le même père, Moi, Ousmane, c'est mon petit frère. En tant que moi, je suis le fils. Je n'ai pas le droit à parler devant mon oncle. Bien. Donc, c'est pourquoi lui, il est parti là-bas pour porter plainte. Monsieur Ousmane Diallo, frère de Mamadou Djouma Diallo, décédé devant le CHU Niache-Dune. En tout cas, toutes mes condoléances, monsieur Diallo, et bon courage à toute la famille. D'accord. Merci d'être intervenu dans cette émission, le scanner. On a écouté le frère, on a écouté les versions. Je pense qu'il y a quand même des nuances. Oui, il y a des nuances dans cette histoire. Moi, ce que peut-être je ne comprends pas, c'est qu'on a un frère qui se retrouve à l'hôpital loin d'un procès. Je me pose juste des questions. On vous dit qu'on a amené votre jeune frère, vous ne pouvez pas vous déplacer. Le mieux serait d'échanger avec un médecin, avoir le contact d'un médecin, en tout cas quelqu'un qui est sur place.
Aujourd'hui, c'est difficile, c'est difficile même de commenter cette affaire. Difficile. Pourquoi? Déjà, je crois que l'affaire est en instruction du côté de la DPJ. C'est vrai, peut-être que ça n'a pas encore atterri au tribunal. Ça ne nous empêche pas d'en débattre. Mais aujourd'hui, quand même, il faut dire que c'est difficile aujourd'hui de voir clair ou assez clair dans cette affaire parce que chacun des deux camps tire le drap de son côté. Chaque camp tire le drap de son côté. Et on ne sait pas encore qui dit vrai dans cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, à écouter la famille, loin de nous de faire un procès, comme tu le dis, c'est très important pour les uns et les autres de le savoir. Nous exposons juste les faits aujourd'hui pour savoir réellement ce qui s'est passé et comment et dans quelles circonstances le nommé Mamadou Djouma Diallo a trouvé la mort. C'est vrai aujourd'hui qu'il y a eu l'interpellation, je crois, de 4 personnes, de 3 médecins et un membre du syndicat médical, je crois bien, selon les informations que nous avons reçues. Il faut aujourd'hui, je crois, attendre la justice faire son travail parce que peut-être seulement un procès équitable pourrait nous aider avec, disons, l'appui du tribunal, nous aider à comprendre réellement quel rôle les médecins ont joué dans ce sens-là. Parce que certaines sources nous informent que le nommé Mamadou Djouma Diallo avait été bien pris en charge. Et cela, je crois qu'à l'entame des premières déclarations de son frère, quand même, l'indique ou le reconnaissent, tout simplement qu'il avait été pris en charge, il a passé la nuit là et il avait même été sous perfusion, que c'était lui-même, il avait quand même, il faut le dire, qu'il avait des douleurs abdominales et finalement c'est lui qui, selon sa propre initiative, il a enlevé, il est sorti sous perfusion, il a dit, il est parti, selon nos informations, ce n'est pas nous qui sommes en train de le dire, qu'il est parti de l'hôpital. C'est après plusieurs recherches, il n'avait pas été retrouvé et que c'était en catastrophe. Il avait finalement été retrouvé qu'il était revenu, je crois, de lui-même. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs versions. Mais là-bas, il faut soulever aussi un problème. C'est la sécurité dans nos hôpitaux. Oui, bien sûr. En fait, peut sortir et que personne ne se rende compte, c'est dangereux. Je crois que c'est déjà une première faute. Ceux qui le disent aujourd'hui peut-être ne connaissent pas, disons, la teneur, comment je vais dire, l'ampleur de cette action. Le fait qu'un patient puisse quitter son lit de malade, retirer sa perfusion, sortir de l'hôpital sans que aucun, disons, agent ne puisse l'interpeller, je crois que c'est un défaut, c'est une anomalie, tout simplement, on a failli aux règles à ce niveau-là, et ce qu'il faut aujourd'hui dire, parce que ce n'est pas une première fois qu'on dénonce cela, mais que cela ait pris quand même de l'ampleur, je crois que ça a un avantage, parce que l'avantage serait quoi? Aujourd'hui de mettre fin disons, à cette question aujourd'hui de non-assistance à personne en danger, parce que ça se passe beaucoup, une fois dans nos hôpitaux. Il n'y a pas, ça ne fait pas 2 mois, on en parlait, on en débattait encore dans ce même studio, qu'il y a des patients aujourd'hui qui souffrent de cela. Quand vous arrivez tard la nuit, parce que là, souvent, ce sont des personnes qui sont en garde, ce sont des stagiaires, vous allez comprendre combien de fois, non seulement il n'y a pas la maturité, la pertinence dans les gestes, la façon de faire de certains médecins, on n'est pas en train de faire un procès, mais c'est une réalité dans ces hôpitaux aujourd'hui. Je crois que l'alerte est sonnée aujourd'hui, il faut qu'on y mette fin. On n'est pas en train de dire que ceux qui sont aujourd'hui arrêtés, qu'ils sont coupables d'office, ils jouent encore, ils ont cette présomption encore d'innocence jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie à travers un procès équitable. Mais pour l'heure, il y a beaucoup de nuances dans cette affaire. Donc beaucoup de nuances et nous osons croire que la justice fera son devoir dans ce sens. On y va avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs avant d'aborder le dernier sujet inscrit à l'ordre du jour. Bonjour Kavi Média, bonjour Abdallah, nous sommes très contents de vous
du fait que vous avez pris nos messages au sérieux et vous avez promis de faire quelque chose dans peu de jours. Je vais parler de ce grand projet agricole AgriFarm. Et bonjour aussi à mon frère Yaya de Koubia. Je t'informe que ce projet agricole doit construire 26 marchés agricoles, 13 au Fouta en Haute-Guinée, beaucoup de pistes à réhabiliter, des plaines à aménager et l'accompagnement des organisations de base dont Koubia a bénéficié d'un marché à Matakaou. Je prends Matakaou et une plaine à aménager ainsi que Pilimini et des pistes à réhabiliter de l'Abbé en passant par Pilimini jusqu'à Matakaou. Je te prie, mon cher Yaya, fais un tour à Moyenne-Guinée, tu seras surpris du niveau d'avancement des activités il y a 4 ans. Donc le projet AgriFarm, qu'on suit de très près. L'infatigable communicant du CNRD qui nous écrit, M. Silla, rue 15, a une pensée positive. Il cite honorable Joe Bebeto et Mamadi, le général Mamadi Doumbouya, et dit qu'il s'est battu pour notre Sili. Et ce qui concerne le décès de monsieur à l'hôpital Yasdine, je demande à l'État de prendre sa responsabilité. Abdallah, rien n'est tard pour bien faire. Notre Sili est là loin dans cette compétition, puisque le jour d'aujourd'hui, nos joueurs, écrit-il, sont très motivés sur le terrain. Donc, M. Silla, rue 15, qui nous laissait ce message. Bonjour Abdallah et à l'équipe des chroniqueurs. Bonjour chez moi à Diguiwel. C'est Damiti Dalaba. Félicitations à l'équipe nationale pour sa victoire et davantage apporter un soutien indéfectible au et d'avoir oui. un soutien indéfectible au Diakanké, Zéro Girassi Gallo. Ça c'est pour Dravé, qui a réalisé un but à la Alan, écrit-il. Mettons dans l'esprit de l'équipe que la victoire est obligatoire du côté de la Tanzanie pour ne pas espérer un nul et de surcroît assister au pire. Bonne journée à vous et bon début de semaine à tous. Notre ambassadeur Alpha Zidane Diallo qui nous écrivait: bonjour mes chers journalistes, je remercie le Sili national suite à la prouesse de nos joueurs que nos joueurs ont faite contre leur adversaire. Que Dieu aide la Guinée pour sa qualification. Bravo au Sili, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Mando depuis Dabundi qui nous écrit: bonjour Kavi, je profite de cette grande émission pour attirer l'attention des journalistes et du coordinateur national du PN RAVEC de ce qui se passe du 11 au 17, 210 000 comme prime, et c'est-à-dire 30 000 par jour. Il y a un découragement total comme ça se dit dans le jargon. Tout part des enquêtes et ceux qui font cette enquête sont moins considérés. Je ne sais pas à quel résultat il faut s'attendre. Traitez bien les enquêteurs. Allez, on apprend des choses dans cette émission. Bonjour les scanneristes de Kavi. Les joueurs ont bien joué et ont fait la fierté du pays. Focus sur le match de demain pour la qualification à la CAN 2025. Victoire forcée, mais la CAF veut aider la Tanzanie en changeant l'heure du match avec des arguments non solides. Attention, il y a un décalage de 3 heures entre la Guinée et la Tanzanie. Ici, il sera 13 heures, mais en Tanzanie, il sera 16 heures. N'oubliez pas ce détail très important. Allez, qu'est-ce qu'il dit? C'est Aboubakar Ben Silla de Kountia Magasin qui écrit Vision Simandou 2040. Je salue Silla rue 15. Allez, il a compris déjà. Bonjour Kavi FM, bonjour le scanner. Selon ma conception idéale, le Sili national de Guinée commence à émerveiller le public et donc à redoubler d'ardeur afin que nous puissions sortir de ce malheur et que le Sili aille de l'avant comme les autres équipes. Signé Ibrahim Souri Iso depuis la BPMG. Bonjour Abdallah, vraiment vous êtes super. Je suis Ali Kadhafi Kamara depuis Bessia Port 1, mais je vous dis que nous les Guinéens, qu'on nous accepte les uns les autres pour que le pays puisse avancer dans la paix. Je salue le PM, le PM a le bonjour de Kadhafi ce matin. Bonjour, congratulations au Sili national. Girassi Ballon d'Or, soutien total de la part de Taylor depuis son... Merci pour la fidélité. Salut les hommes de bonne foi. Félicitations au coach, au Sili. Félicitations aux supporters qui sont partis au stade. Et le dernier match doit être plus décisif. Et c'est le match du gardien parce qu'il joue en Tanzanie et il doit se faire respecter. Signé Mamadou Saliou. Ça va être compliqué pour Pimpin. Bonjour Kavi Media, vraiment félicitations au Sili. Bari Ibrahima depuis Sonfonia. Trop de messages. Je ne sais pas si je ne vais pas écourter parce que là, il y en a assez.
hein. Djambouria qui nous écrit, Michel Lucier n'a jamais perdu face au Congo. Il a toujours gagné. Félicitations à notre Sili, à notre Ballon d'Or. Girassi qui est en train de faire la fierté de notre pays. Mamadou Alpha Djambouria, paix à l'âme de ce jeune, mais nos médecins ne s'occupent pas des malades. Hein, si tu n'as rien. En tout cas, c'est un témoignage de Djambouria. On poursuit cette émission et on parle maintenant d'autres sujets, notamment de la problématique de l'insalubrité qui est d'autant plus importante qu'elle ne saurait passer inaperçue, surtout en République de Guinée. Ni les efforts, encore moins les idées ne manquent, mais sur le terrain, le constat est alarmant. Le problème est crucial et les solutions urgentes ne doivent pas être qu'à court terme. Et pour cela, il faut situer les responsabilités de la production des ordures à la pré-collecte, la collecte jusqu'au transfert. Conakry croupit sous le poids des ordures. Pourtant, 26,7 milliards de francs guinéens, soit 2,6 millions d'euros, sont engloutis pour sa gestion. Qu'est-ce qui n'a pas marché ou tout au plus, qui n'a pas fait son boulot, Yaya Diallo? Bah oui, vous avez posé un tas de questions parce que l'année passée, nous avions reçu un acteur pas le moindre qui gère quand même un ensemble de PMI, pour ne pas dire toutes les PMI de la capitale, pourquoi pas à travers le pays, qui quand même nous a expliqué, comme vous venez de l'appeler ici, la trajectoire du schéma directeur, vous l'avez rappelé ici, où les PMI sont appelés à jouer un rôle dans le cadre de la collecte de la pré-collecte d'abord, parce que chez l'Epson, c'est le PMI-là qui pouvait jouer quand même cette pré-collecte, ce qui sous-entend que les citoyens devraient en partie aussi s'abonner à ces différentes PMI-là. Donc, autant nous produisions ces déchets ou ces ordures-là, autant il faut que les uns et les autres puissent être conscients, puissent être amenés à être conscients, parce que l'un dans l'autre, il faut qu'on soit conscient de cela. Maintenant que cette conscience collective n'y est pas, il faut que l'État puisse jouer ce rôle, et c'est en cela que nous attendons de l'État de pouvoir créer, disons, toutes les conditions pouvant permettre au niveau de ces mairies, au niveau de ces administrateurs locaux-là, pour pouvoir quand même accélérer ou accentuer tout au plus la sensibilisation, parce que nous refusions de comprendre que l'assainissement, c'est une affaire de tout le monde. Ces ordures-là parce que les images que je vois à la télé là sont graves. Hein. Absolument. Très grave. Ouais. Non, mais c'est grave partout, Abdallah. Donc je pense que si nous voulons bien de sortir définitivement dans cet état de fait, je crois que les solutions sont là. Sortons de ces solutions conjoncturelles dont nous avons connu ici. C'est vrai que les journées d'assainissement civique sont décrétées. Nous connaissons aussi l'état d'avancement de ces journées-là. Est-ce qu'on peut continuer comme ça, où nous avons certains décideurs, certains administrateurs? Oui, certains administrateurs, même si c'est bien, mais il y a à côté qu'on ait d'autres initiatives pouvant permettre d'appuyer cela. Donc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Certains administrateurs qui sont dans l'OMATUVI, parce que c'est de là qu'ils choisissent, ils viennent, ils prennent des selfies, après ça, ça en est terminé, on dit qu'on a assaini. Je crois qu'il faut mettre en place des organisations ou des organismes qui peuvent assurer de manière pérenne ces différents assainissements. Et pourquoi pas essayer de déléguer un certain nombre de pouvoirs à ces différentes mairies-là. Je crois que c'est ce que c'est dont beaucoup de ces différentes délégations spéciales se plaignent, parce que tout simplement, ils n'ont pas les moyens. Je pense que c'est les mieux placés pour pouvoir recruter les jeunes et coordonner tout cela pour que nous puissions sortir dans cette situation aujourd'hui. Nous savons, au-delà de l'insalubrité dont on parle là, au-delà de ces immondices, on n'en a pas fini au niveau de la capitale. Mais voyons dedans, dans ces différentes ordures-là, on s'en rendra compte effectivement que 50% de ces immondices-là sont composés par de plastique à usage unique. Donc, ce qui constitue un véritable danger pour, disons, l'écosystème climatique, pour ainsi dire. Parce que tous les scientifiques sont d'accord que ces déchets plastiques-là constituent 50% des causes du réchauffement climatique, notamment en Afrique ici. C'est vrai que par endroits, on ne produit pas
nous n'avons pas des industries qui peuvent quand même dégager ces chaleurs-là à un certain niveau, mais ces plastiques-là constituent un véritable danger aujourd'hui, ce qui explique naturellement cette montée vertigineuse du réchauffement dans notre capitale, un peu partout à travers la Guinée. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse intégrer tout cela, que les gens s'en rendent compte que c'est fondamental aujourd'hui que nous puissions assainir chez nous d'abord. Que chacun puisse ramasser devant sa porte, balayer devant sa porte. Et puisque maintenant ces sachets plastiques sont là aujourd'hui, il faut qu'on essaie de voir. Et je pense que cette mesure, c'est en cela que nous l'avions dit ici, l'État guinéen doit pouvoir quand même essayer de pouvoir mettre en œuvre, mettre en place pour ainsi dire un certain nombre de mécanismes pouvant permettre à cette loi, cette décision salutaire qui a été saluée par tout le monde, c'est-à-dire que l'interdiction systématique de la production et de la commercialisation de ces déchets plastiques-là. C'est ce qui pourra réduire drastiquement cet état d'immondice que nous avons au niveau de la capitale. Quand vous voyez dedans, vous verrez qu'à 50-60% sont composés de ces déchets, de ces sachets et de ces plastiques à usage unique. Donc je pense que si nous voulons bien faire les choses, les solutions là, il faut mettre en place des solutions structurelles qui peuvent impliquer tous les acteurs et que chacun puisse jouer son rôle. Et que ce permis-là, ces différents permis-là puissent soit activés ou réactivés si elles existent par endroit et qu'on amène les citoyens pour dire que c'est devenu une obligation, puisqu'on nous a appris ici que les statistiques étaient là. Il y avait quand même au niveau de l'Observatoire national d'assainissement qu'on avait mis ici sur Alpha Condé, mais qui avait peiné à se développer. On nous apprenait que par jour, il y avait plus de 10 000 de tonnes d'ordures qu'on produisait, ou pourquoi pas, certains parlaient même tout récemment avec Dijon, Dar Salam, on parle de 100 000 par jour à travers les déchets de la décharge. 100 000 par jour. Donc je pense que il faut qu'on essaie de mettre fin à cela, et c'est une menace aussi pour la santé publique. C'est une menace aujourd'hui pour, disons, cette lutte aujourd'hui qui est devenue une lutte mondiale, donc le réchauffement climatique. Je pense que ça doit pouvoir amener nos décideurs. Pour ne pas dire, vous avez parlé de ce service-là qui est en charge de l'Agence nationale de la salubrité publique, de l'ANASP. Je pense que c'est vrai qu'il y a un budget là. La question qu'il faut se poser, comment gère-t-on ce budget au niveau de cette agence-là? Parce que nous savons, au niveau de ce PMI-là, on accuse cette agence-là de n'avoir pas respecté le schéma directeur. Le schéma directeur consistait à ce qu'on puisse impliquer les PMI pour que les PMI puissent faire ce qu'on appelle la pré-collecte, et qu'au niveau maintenant de la transaction, au niveau de la transformation, que la société, l'ANASP, puisse jouer aussi son rôle donc à son niveau. Je pense qu'il faut essayer de revoir tout cela pour qu'on ait une politique nationale d'assainissement. Pas qu'à Conakry ici, un peu partout, parce que les sachets, enfin les usines d'eau fusent de partout, et on n'arrive pas à canaliser tout cela, et c'est devenu un véritable problème pour la santé publique et pour le réchauffement climatique. Ouais, un véritable problème de santé publique, Mohamed, le PM aujourd'hui qui inquiète, il faut le dire, parce que Conakry est vraiment sale. Et nous n'avons plus de raison, les autorités ne communiquent pas. C'est comme si c'était un blackout total. On va le dire combien de fois que Conakry est sale. On l'a dit. Si on regarde notre programme depuis le début de cette année ici, en matière d'émissions, vous vous rendrez compte qu'on a donné une place importante pour parler de ce sujet préoccupant. Ouais. Ça, c'est presque parfois, le thème est prévu. Parfois, ça vient, le sujet s'impose de lui-même dans notre émission. On l'aborde pendant quelques minutes avant de continuer. Regardez dans nos reportages, tous les angles ont été abordés pour pouvoir parler de ce sujet. Vraiment, la faute de cette insalubrité dans notre pays, c'est presque la Guinée, c'est tous les Guinéens. Nous avons tous notre part de responsabilité dedans. Abdallah a sa part de responsabilité, son chef de quartier a sa part de responsabilité. Oui. Mon président de la commune, la délégation spéciale de Bessia a sa part de responsabilité. Le président, Mamadi Doumbouya, a sa part de responsabilité. Madame la gouverneure générale Mawa a sa part de responsabilité dans ce que nous traversons. Ce qui reste à faire, c'est de faire la part des choses dans cette responsabilité collégiale que nous avons, dans cette responsabilité au niveau général. Parce qu'on en parle toujours, on n'arrive pas à trouver solution, c'est parce qu'on n'a pas mis le doigt là où ça fait vraiment mal. Parler, oui, mais passer à l'acte, c'est vraiment, je pense que c'est ce qui est mieux, c'est ce qu'on peut recommander. On parle de la collecte de ces ordures ici, dans nos différents quartiers. La collecte, ça ne se fait pas dans certains quartiers, ça se fait,
Mais dans les quartiers qui en bénéficient normalement, vraiment l'évacuation, le ramassage de ces ordures que nous produisons tous les jours, ça se passe très bien, mais dans certains quartiers, ce n'est pas le cas. Donc le taux de ramassage, pour moi, il est très faible. Vous vous rendrez compte au niveau de la décharge de Dar es Salaam, c'est notre problème que nous avons là. Dans un pays où les ordures tuent et qu'on n'arrive pas à mettre la stratégie qu'il faut pour que cela ne se reproduise plus, je pense que c'est un problème que nous avons là. La stratégie mise en place, je pense qu'il y a un problème de priorité par rapport à une question de stratégie. Créer des institutions que vous voulez, nommer qui vous voulez. Autant que vous ne prenez pas ça au sérieux, ça ne va pas bouger. Parce que vous vous rendrez compte que le fonds mis en place pour le ramassage, pour lutter contre l'instabilité dans notre pays, vous vous rendrez compte que ce n'est pas vraiment bien géré. Soit c'est insuffisant, ou c'est le peu qu'on met, on n'arrive pas à gérer ce fonds-là. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, en ce qui nous concerne tous, nous venons tous des carrés, nous venons des secteurs, nous venons tous des quartiers, et nous venons des différentes communes dans la ville de Conakry. Nous savons très bien la gestion des ordures. Ils sont combien qui sont abonnés à ces PME? Au niveau de ces PME là aussi, ils sont combien à ne pas respecter, à ne pas venir régulièrement ramasser ces ordures? Parce que vous attendez, si vous passez au moins 1 ou 2 fois, 3 fois par semaine, vous vous rendrez compte que le problème ne se posera pas et quand vous restez jusqu'à la fin de mois, à partir du 1er, le 30 ou le 31, vous pointez pour le temps pour vous juste ramasser et puis enfin que vous empochez l'argent, ça va poser des problèmes. Et les appareils, comme on appelle, les machines ou les petits trucs qu'ils ont, les tricycles qu'ils ont pour pouvoir ramasser, ça ne peut pas aller dans tous les quartiers. C'est limité, leur mouvement est limité. Et ça, c'est un problème. Et que vous mettez à charger, vous bougez seulement, vous faites seulement 2 ou 3 fois le ramassage par mois, vous savez très bien que vos machines n'ont pas cette capacité de prendre ce tonnage d'ordures que vous avez. Vous savez que cela va poser des problèmes. La même chose, parce que quand ils ramassent, ils sont obligés de mettre où? Le lieu le plus accessible. Vous vous rendrez compte, ces lieux-là, c'est où? Le plus souvent sur la chaussée. C'est le passage là où les véhicules passent, c'est là où on va mettre. Et ça, c'est valable dans la commune de Kaloum, qu'en haute banlieue, à Ratoma, allez du côté de T6, vous vous rendrez compte, entre le pont SOS et la transversale au niveau du rond-point T6, mais là, au bord de la route, tout est transformé en déportoir extraordinaire. Parce qu'il y a le manque de civisme aussi qui ne dit pas son nom. Il y en a qui s'exécutent en la matière, mais d'autres non. Mais l'État n'a qu'à montrer réellement son engagement réel. Ce n'est pas dire qu'on a créé ce qu'on appelle l'ANSP, mais si vous ne mettez pas le budget qu'il faut, à la tête de, comme on appelle, pour le fonctionnement, ça n'ira pas. Si vous mettez quelqu'un juste politiquement parlant, le monsieur ne sait pas la gestion, ce n'est pas parce qu'il connaît les déchets, mais que c'est un entrepreneur, il connaît comment on gère les affaires. Quand il y a un budget, la priorité, c'est quoi la priorité? Comment motiver les uns et les autres? Si le monsieur ne sait pas, il sait juste qu'il est là, il a été nommé par son frère, par son ami, par le collaborateur d'un frère qui est lié à la présidence ou je ne sais pas dans quel département, ça va poser des problèmes. Vous trouvez qu'il y a le fond qu'il faut, mais le monsieur dit qu'il doit gérer, c'est lui qui gère, il va le faire comme il veut, ça va poser des problèmes. C'est du côté des chauffeurs, ceux qui transportent le vol du carburant, c'est leur rôle premier, eux aussi. Le carburant, dès qu'on va faire la décharge, il dit 20 litres, si c'est 20 litres qu'on doit utiliser par jour, il se dit 20 litres, il peut étaler ça sur plusieurs jours, après enfin qu'il puisse encore prendre quelques litres après, parce qu'il n'est pas bien payé. Vous vous rendrez compte que c'est un problème global et que chacun a sa part de responsabilité. Donc le civisme là, il faut qu'on l'instaure. Ceux qui sont, je ne dis pas que j'ai trouvé quelqu'un qui est en train de voler du carburant en matière, comme on l'appelle, ceux qui sont là, je ne sais pas, les éboueurs et autres, mais nous savons en Guinée comment les choses marchent. Quand le monsieur il dit qu'il ne reçoit que 1 million, 1 million 200, et le plus souvent aussi, il ne gagne cela que quand le mois est à 35, 36, 37 de mois, vous vous rendrez compte que lui aussi il sera obligé de faire quelque chose. Malheureusement, cela ne doit pas être fait, mais c'est comme ça, ça passe. Donc, on a un problème majeur. L'État a des partenaires qui sont mieux placés pour nous accompagner. On a eu une ONG ici, une institution belge, qui accompagne la Guinée, qu'on appelle au niveau en matière de salubrité. Il faut mettre des gens qu'il faut. On essaie de mettre un programme. Sanitaire ville propre. Sanitaire ville propre, par rapport à cela. Projet. À travers le projet sanitaire propre. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on arrive à mettre un projet bancable dans ce cadre? On met le projet en place avec Sanita,
Il y a la Banque mondiale qui peut être là aussi, qui nous accompagne. Ça fait mal aujourd'hui que chaque fois qu'on parle de ces projets, qu'on parle de ces institutions qui doivent nous accompagner. Moi, ça fait mal, hein. Mais parce que je n'arrive pas à trouver réellement ce que l'État, les autorités essaient de mettre en place. Quand on dit l'État, c'est vrai qu'on prend le sommet, on dit l'État. Mais il y a au niveau de la commune, le budget, il y a tout ce qu'on... Quand vous prenez le cas de la commune de Matoto, mais il y a combien d'industries que nous avons ici avant qu'on arrive à scinder beaucoup de petites industries qui existent là. Il y a, pas faire de la publicité, Topaz qui est là, ce sont des grandes entreprises qui donnent de l'argent à la commune. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là? Je pense que les institutions que nous avons, des petites entreprises que nous avons, rien que dans la commune de Matoto, peut assurer le bon fonctionnement, là c'est comme on appelle, la lutte contre l'insalubrité dans notre pays. Mais pour moi, il y a un manque de programme, un beau programme élaboré sur l'année. On sait que du 1er au 31 du mois, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit se retrouver 3 mois après pour faire le bilan de ce qui s'est passé dans cette commune? Si cela n'est pas fait, d'abord au niveau des délégations spéciales, au niveau des quartiers, la gestion s'est donnée à qui? Si cela n'est pas fait, on aura toujours des problèmes à s'en sortir. Et cela concerne tout le monde, la sensibilisation, les jeunes du quartier, les femmes du quartier, chacun dans ce qui le concerne doit mettre quelque chose en place parce que nous sommes en saison chaude. On pense que ça n'a pas de problème. Et pourtant, c'est des problèmes. C'est comme ça que ça commence. C'est la bonne période où on bloque nos fossés. Ça ne marche pas. Et maintenant, la pluie va commencer. Les ordures vont commencer à nous chasser. Bonjour les dégâts. Ils vont dire bonjour les dégâts. Ils vont nous trouver dans nos maisons. Et malheureusement, l'inondation, ce sont des cas de mort que nous arrivons toujours. Et n'oubliez pas, chaque année, on a un nombre beaucoup plus élevé de cas de mort et d'inondation des maisons touchées que l'année précédente. Donc il est temps de se réveiller pour qu'on sorte de cette situation. Mais là, ce n'est pas Mamadi Doumbouya qui doit se lever, c'est Abdallah Toa, c'est moi, c'est Yaya, c'est tout le monde dans son coin de faire quelque chose pour qu'on sorte de cette situation qui n'a que trop duré. Oui, tout le monde est fautif, hein, le rappelle Mohamed Ba, le PM. Le Ba, oui. Et pour vous aujourd'hui, est-ce que seulement l'État peut être condamné? Parce que, à dire vrai, l'État doit faire respecter les lois. L'État doit faire respecter la loi, ça c'est clair, mais l'État n'est pas le seul condamnable dans cette situation d'insalubrité. Aujourd'hui, nous vivons avec ces ordures-là. Ces ordures sont devenues, disons, des cohabitantes. Il faut quand même le préciser. Il y a peut-être d'autres même quand c'est propre là, on n'aime pas ça. Ce qu'on aime, c'est salir partout, n'importe comment, et puis voilà, attendre n'importe qui pour venir débarrasser ce que nous avons fait. En fait, il y a un autre problème qui nous affecte dans nos différents ménages, c'est la gratuité. Le Guinéen aime vraiment la gratuité. Et si on demandait, si ça ne tenait qu'à lui, le Guinéen, l'électricité allait être gratuite. C'est-à-dire le ramassage des ordures, déjà le Guinéen fait de cela gratuit. Et puis, disons, l'eau devrait aussi être gratuit. Donc, en un mot, tout devrait être gratuit. On ne veut pas aider l'État à nous aider parce que le fait tout simplement de s'abonner au PME, c'est une manière d'aider l'État à assainir quand même. Aujourd'hui, il y a ce problème-là. Parce que tout simplement, on aime accuser le sommet. Pourtant, la gestion des ordures, des déchets, ça devrait commencer depuis la base. Comment cela pourrait marcher très bien? Ça dépend de l'organisation de nos différentes communes d'abord. Et si les communes sont bien organisées, et les quartiers sont bien organisés, je crois que la gestion des ordures devrait juste peut-être être une politique, disons, une stratégie de la part de l'État de mettre du paquet pour qu'on puisse réellement appuyer des personnes ou des sociétés qui arrivent quand même ou qui sont les quartiers pour le ramassage des ordures. Ouais. Il y a un bon moment, ça avait commencé à bien aller avec la gestion d'Al-Bayrak. Entre-temps, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on ne peut pas dire que Conakry était totalement devenu propre, mais il y avait quand même une avancée très salutaire dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, c'est comme si on appuyait quand même sur l'accélérateur de nous enfoncer encore davantage dans l'insalubrité. Aujourd'hui, il suffit seulement que vous sillonnez quelques quartiers pour comprendre combien de fois qu'il y a là un problème à gérer pour tout le monde. Parce que si nous prenons
l'impact de ces ordures-là sur l'environnement, c'est encore ça garantit ou ça renvoie sur l'infertilité quand même de nos terres aujourd'hui. Parce que vous imaginez juste combien de tonnes de déchets plastiques, d'abord qui surgissent en longueur de journée. Et combien de déchets plastiques, comment aujourd'hui nous parvenions quand même à gérer ces déchets plastiques-là? Parce que ce sont des déchets, il y a récemment, on en débattait dans ce studio-là, ce sont des déchets à bio non dégradables. Imaginez cela. Ça ne permet pas à la terre non seulement d'être fertile. Qu'est-ce qu'il faudrait envisager, Mohamed Lebas? Ce qu'il faut aujourd'hui envisager, je crois que c'est d'abord, ça commence à notre niveau, nous, population, nous, citoyens, de s'abonner d'abord au PME, de s'organiser, de ne pas déverser à chaque fois les ordures sur la route, et de l'autre côté à l'État de prendre tout simplement ses responsabilités par rapport aux sociétés à qui on confie quand même la gestion de ces ordures-là, le ramassage de ces ordures. Si ça ne va pas avec ces sociétés-là, je crois tout simplement il faut changer de fusil d'épaule. Aujourd'hui, je crois qu'il faut aussi tendre la main, parce que si on est quand même, on a cette faiblesse de gérer nous-mêmes cette question liée à l'insalubrité, il faut aujourd'hui louer quand même, disons, la pertinence de certains pays qui ont réussi quand même dans ce sens-là, ne serait-ce que jeter un coup d'œil, savoir comment ils sont parvenus, ces pays, à gérer cette question liée à l'insalubrité. Et voilà, on ne fait pas du couper-coller, mais peut-être du copier-coller pour qu'on puisse vraiment avancer. Ce n'est pas mauvais qu'on regarde ce qui fonctionne de l'autre côté chez son voisin pour mieux faire ce choix. Je crois qu'il faut aujourd'hui savoir ce que ces sociétés font, parce que d'une manière ou d'une autre, vous allez constater qu'il y a un manque de suivi, parce que tout simplement ceux qui sont au sommet ne savent pas ce qui se passe depuis la base. À la base, c'est très important. Quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs avant de rendre l'antenne, puisque vous le savez déjà, la radio et la télé, c'est l'heure. Bonjour mes chers journalistes de Kavi TV, c'est moi Balamoussa depuis la région de Nzérékoré. Je salue l'effort de nos joueurs de cette belle victoire contre le Congo, écrit-il. Bonjour. Toujours avec ses auditeurs, et ça s'enchaîne, hein, j'ai trop de messages, excusez. Bonjour, il dit... Dans cette affaire, la famille a sa part de responsabilité. À entendre, on se rend compte qu'ils ne connaissent pas les circonstances de la mort de leur frère parce qu'ils n'ont pas pu se déplacer. Bonjour Abdallah, c'est Sila Ruchek depuis Gbessia. Je dis bravo au Sili de Guinée, particulièrement à Sero Girassi. Pour le cas de cette victime, j'ai du mal à commenter. Selon ce que j'ai entendu, la direction de l'hôpital est en route pour la DPJ. D'ici la soirée, nous aurons plus d'informations. En tout cas, nous le souhaitons. Bonjour le scanner, Mohamed Dantamba. Moi, je ne veux pas entendre un match nul, qu'un match nul ne suffit. On veut une victoire et je suggère 2 changements dans les 11 de départ. La titularisation de Agibou et de Ali Oubalde à la place de Kamanou et de Morlaï. Il y a des coachs à Conakry. Bonjour ma radio, c'est M. Souma Mohamed Lamine depuis Moribaya, la nouvelle sous-préfecture des intellectuels. J'aime vraiment votre émission. Que Dieu vous protège. Amin. Toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs. M. Souleymane Mansari qui nous dit: Abdallah, vous êtes très suivi du côté de Kaloum. Un DG très discret. Allez. Merci également à Dr Dubaté qui est consultant minier depuis Kaloum, qui nous écoute également, qui a choisi de nous apporter son aide dans le cadre des questions minières. Merci, docteur, pour cette belle initiative. Toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs au stand 629 95 67 67. Et c'est qui? C'est Gambouria qui revient. Et Gambouria qui nous dit: ces médecins doivent être jugés s'ils sont coupables. Mamadou Alpha Gambouria depuis Koloma. Gambouria très important, s'ils sont coupables. Bonjour Kavi, c'est Ousmane Sissé. Ousmane Sissé, le message qui n'est malheureusement pas venu au complet. On y va avec quelques réactions également sur notre page Facebook Kavi TV, où on a des téléspectateurs
téléspectateurs de ce côté qui nous suivent. Et je pense, on a 3 messages, hein, deux messages. Salut ma seule radio de référence. Je vous suis depuis Tokyo. Nabi Kifinda à Bangura qui nous écrit depuis Tokyo. Fidèle auditeur également de cette émission Le Scanner. En tout cas, merci à tous pour votre fidélité. Yaya Diallo, merci. Hein. Merci Abdallah, merci à tous. Je voulais juste 2 secondes signifier effectivement que de ce que nous sommes en train de dire ici en ce qui concerne ce sujet lié à l'assainissement, je crois que s'il y a quelque chose dont il faut prendre au sérieux dans notre vie, en tout cas en ce qui concerne notre existence, notre survie, c'est des questions pareilles là, parce qu'aujourd'hui, c'est des gens foncièrement liés à cette question épineuse liée à la lutte contre le réchauffement climatique. Bien. Pour réduire ces réchauffements climatiques-là, il faut que chacun puisse participer. Et je pense que c'est important à un certain niveau que l'esprit citoyen puisse prévaloir surtout. L'esprit citoyen. Mohamed Deba, merci. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mohamed Ba, le PM. Merci Abdallah, merci à tous. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, à l'équipe technique de ce matin, à la réalisation, l'infatigable Michel Ouamounou, production, Moussa Dramé, Régie Télé, Baba Koivogi, Salimatou, Sissé nous ont accompagnés à la radio. Nous avons les mêmes magiques, le Kandé Sankon, l'enfant de Sira Modia. Merci à toutes et à tous. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.